Et pour poursuivre la matinée, j'ai le plaisir d'appeler Gaël Bouquet, délégué général d'Ellipso, à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Gaël Bouquet. Ellipso, c'est le syndicat professionnel des fabricants français d'emballage plastique rigide et souple. Ellipso, bonjour Gaël, accompagne et représente 125 adhérents sur les sujets de transformation et notamment de transition vers une économie circulaire dans un contexte réglementaire. On l'a vu, qui gagne en lisibilité. Ellipso a dévoilé les résultats d'une étude Xerfi qui permet de rendre objectifs les investissements de la filière emballage plastique pour mieux répondre aux enjeux environnementaux et notamment climatiques ainsi qu'aux questions sanitaires. Vous-même, vous avez une formation d'avocat, une expertise dans le domaine juridique qui font que, dans ce monde où la réglementation évidemment a subi beaucoup d'évolutions, c'est une expertise très précieuse. Alors justement, tout d'abord, l'évolution du contexte réglementaire, Gaël. Oui, un point, et puis Vincent a suffisamment défloré le sujet de la PPWR, donc je ne vais pas y revenir brièvement, mais 3 bonnes nouvelles quand même de ce texte européen pour nous. D'une part, il inscrit très clairement les emballages plastiques dans une dynamique de circularité, car au fond, l'ensemble des obligations que vise ce texte concerne le plastique, je dirais très majoritairement. Hein. On le voit sur les obligations d'incorporation, mais on le voit aussi sur les obligations de réemploi. La Commission nous a dit très clairement que ce texte imposait des délais à horizon 2030 et 2040 pour laisser le temps aux industriels d'investir et laisser le temps aux industriels de répondre à leurs obligations. Deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire l'application uniforme et directe en droit français de ce texte. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais encore faut-il le rappeler, les pouvoirs publics ne sont pas tout à fait conscients. Une directive, Vincent l'a dit tout à l'heure, il y a une transposition qui fait écran. Un règlement, il n'y a pas de surtransposition, comme on le dit très souvent. Est-ce qu'on peut surtransposer le règlement? Non, il n'y a pas de surtransposition, transposition. Il y a juste des mesures d'adaptation en droit national. Ça veut dire que le texte applique directement au bémol de certaines exceptions. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Le deuxième, j'essaie de passer, 2 points importants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des dispositions qui sont déjà entrées en vigueur. Et qui sont déjà entrés en vigueur le 22, alors je me suis trompé, c'est pas le 12, c'est le 22 février 2025. 2 exemples. Sur la recyclabilité, application directe en droit national, et probablement, alors là je suis un peu en désaccord avec Vincent, il faudra changer le décret QCE d'information du consommateur sur les produits. Le passeport numérique prévu par la PPWR va s'imposer directement, et évidemment l'information du consommateur en droit français devra s'adapter à ce qui existe en droit européen. Deuxième chose, interdiction des styréniques en 2025, PSE, XPS, ABS, loi climat et résilience. Cette obligation tombe. Elle est en cours d'abrogation. On a obtenu probablement très très nettement son abrogation, donc bonne nouvelle. On construit une filière de recyclage pour les PSE et XPS. C'est en cours, en tout cas sur la séquence 2025-2030, ces polymères et copolymères restent autorisés. Donc ça, c'est important de le signaler. Et deuxième point, et on le verra tout à l'heure, le réemploi, il y a des critères précis. Pour sa recevabilité, le réemploi doit répondre à 10 critères précis, notamment les taux de rotation, l'acceptabilité sociale et la recyclabilité du réemploi en particulier. Bien ça, c'est directement applicable dès aujourd'hui, d'où la réglementation française devra s'adapter. Et puis, la PPWR, rappelons-le, s'articule avec d'autres textes européens. La directive SUP, le texte de la PPWR dit que la directive SUP prévaut sur le PPWR. Passé, il n'y a rien à voir. Sur le deuxième point, c'est qu'il s'articule aussi avec des règlements spécifiques en matière de sécurité. Et matériaux au contact, par exemple? Matériaux au contact, directive 16 de 2022, effectivement, le premier. Le deuxième, sur les déchets dangereux, il y en a d'autres. Hein. Mais cela, le PPWR dit, la PPWR s'applique sans préjudice de. Ça veut dire que de ces textes, de l'application de ces textes, c'est-à-dire que ces textes-là prévalent lorsqu'il est question
d'une problématique de sécurité sanitaire et peut donc faire exception aux obligations d'économie circulaire. Tout à l'heure, il y a eu une question sur, je dirais, les souples et l'intégration d'incorporation de recyclés sur les souples avec les 10% 2030. Bon, bah là, aujourd'hui, il n'y a pas de protocole, par exemple, sur le RPE ou les RPP. Il n'y a pas de protocole EFSA. Il n'y a pas de règles. Donc, potentiellement, il y a une exception et une exemption possible sur l'intégration de recyclés pour une certaine catégorie d'emballage sur l'intégration de PE, RPE ou RPP. Donc, voilà. Tout doit être modulé et nous, évidemment, notre rôle, c'est de faire une exégèse de tout cela. Alors, voilà toutes nos problématiques, nous, dans le plastique. La diversité de nos emballages, c'est vrai, et des polymères associés. Il faut y répondre. On est dans un entre-deux, puisqu'on est entre les producteurs de résine et en aval les grands metteurs en marché, les grandes marques. On est les grands invisibles du secteur. Les allégations et les opinions, et c'est vrai que du point de vue du politique même, il y a une forme d'essentialisation de la réduction plastique, de faire en sorte que on traite tout par la réduction de la production en amont, alors que d'autres le disent, l'ADEME, rapport ADEME, mais aussi un rapport au CDE, il faut aussi traiter l'aval. Il faut traiter l'aval parce qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans un système français qui est perfectible du point de vue de la collecte séparée, du point de vue du tri, et que quand on est à 140 centres de tri multimatériaux, c'est pas pareil qu'en Allemagne, où on a 40 centres de tri spécialisés dans le plastique. Et donc ça, il faut faire des efforts là-dessus. On est quand même à 29% de mise en décharge encore en France, de déchets plastiques. Donc c'est très important de aussi traiter cette question-là. Réglementation nationale, je viens d'en parler, mais qui reste diffusée, cloisonnée, et il y a un coût industriel de la transition. Alors, pour faire face à tout cela, eh bien, nous, on a mis en place un projet qui adresse les questions de décarbonation, de sécurité sanitaire et de lutte contre la pollution, sans opposer les matières, c'est-à-dire que nous, on a une approche par les use cases, on a une approche par la fonctionnalité d'emballage par rapport à une application précise. Donc, on ne fera pas de guerre des matériaux, on ne privilégiera pas le plastique quand il ne faut pas le privilégier, mais on ne privilégiera pas non plus les autres matériaux quand il ne faut pas les privilégier. Tout dépend, et ça, c'est malheureusement, la politique a été conçue de façon très cloisonnée. On a passé au hachoir l'économie circulaire, et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que les obligations sont aujourd'hui regardées les unes de façon distincte par rapport aux autres. D'un côté, réduction, de l'autre ensuite, et usage unique, de recyclabilité, réemploi, incorporation, mais elles répondent, elles résonnent les unes ensemble. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, Vincent aussi soulignait que le juge de paix, finalement, ça doit être la CV. Enfin, c'est pas comme ça que la réglementation l'a pris en avec compte. avec les limites, bien sûr. Les limites de la CV, déjà son prix, qui est important, ses paramètres qui sont contestables. Il y a eu à un moment donné une réflexion au niveau européen de méthodologie commune de la CV, et c'était une bonne chose. Ça a été plus ou moins abandonné, mais je pense qu'on peut y répondre par des critères plus généraux que la CV. Je pense que parfois il n'y a pas tellement de lignes d'interprétation à avoir quand par exemple, certains emballages plastiques à usage unique valent mieux que le réemploi du verre. Il y a eu 2 études là-dessus. Bon, l'ADEME ne veut pas sortir la dernière, mais il y a une étude de la Fondation Ellen MacArthur là-dessus qui est très claire. Il n'y a pas besoin d'un CV pour ça. Il y a simplement besoin d'un certain nombre de critères qui sont assez détaillés, argumentés et objectivés. Voilà. Alors, on revient à l'étude Xerfi. Quels sont les principaux enseignements et principaux résultats ? Alors, déjà, quelques chiffres. Le poids du marché de l'emballage plastique en France, c'est 11 milliards. Nous, on représente à peu près 8 milliards Ellipso. Donc, on est à peu près à 75% du marché en chiffre d'affaires. Un peu moins en tonnage. On représente à peu près 60% en tonnage. Ça, c'est juste pour des chiffres généraux. Je dirais, dans les différents secteurs représentés, évidemment, l'agroalimentaire est représenté à 46%. Encore plus lorsqu'on parle d'unités d'emballage, bien sûr. Et puis ensuite viennent toute la partie home care, body care et les autres secteurs, notamment les emballages, les autres emballages. Ça, c'est pour la sectorialisation, avec un tonnage global de 2,3 millions en tonnes.
qui se départagent entre emballage ménager 50 et emballage professionnel, enfin emballage industriel et commerciaux 50 également. L'investissement en France, c'est l'économie circulaire et l'innovation sur notre secteur correspondent à 17% de l'investissement, avec plus 3% entre 2022 et 2023. On voit, et l'un des enseignements majeurs de cette étude, de cette enquête, est de voir qu'en fait, nos industriels investissent massivement dans tous les points de l'économie circulaire. Recyclabilité, on le verra tout à l'heure, incorporation, bien sûr, réduction aussi. Réduction, recyclabilité, on y vient. Donc, l'enquête a révélé que donc un emballage sur deux, 50% des emballages depuis 2018 a vu son poids, sa masse, réduite de 17%. Avec un moins 7% global depuis 2022. Donc, il y a des efforts qui sont significatifs, qui sont faits par les industriels en matière de réduction, due en particulier à l'allègement, bien sûr, avec une baisse de l'épaisseur, le design qui est revu, et les changements de matière, on va le revoir tout à l'heure. Changement de matière, 50% des industriels ont modifié leurs emballages et leurs outils pour répondre à leurs obligations d'éco-conception. Et vous voyez, il y a une substitution importante de ces polymères vers le PE, PET et le PP. C'est les grands gagnants en fait de cette période. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est tout à fait vertueux et on est parfaitement conscient que la réduction est majeure. Ça, c'est clair. Mais pas que. Alors ça c'est peut-être un petit point de débat, mais on a quand même 40% de nos fabricants qui déclarent qu'il y a un retour à l'emballage plastique après avoir opté pour un autre matériau, en particulier après avoir opté pour le papier carton. Mais pourquoi ? Pour des questions de coût, évidemment, pour les questions de fonctionnalité, de praticité, pour des questions, bien sûr, de risque sanitaire. Alors, je ne veux pas opposer les matières. Simplement, pour nous, il nous semble important qu'il y ait une étude d'impact qui est faite en amont sur les conséquences sanitaires et environnementales avant d'opter pour un choix de substitution. Et le rapport de la DGCCRF sur son bilan de contrôle 2022 l'a rappelé. Sur la moitié des inconformités, eh bien, la majorité concernait des emballages papier-carton et des inconformités liées à la présence de substances, notamment du BPA, mais aussi des fausses allégations sur le 100% naturel, etc. Donc voilà, sans pas du tout opposer les matières, simplement faire attention à ça. Le risque sanitaire, il existe. Il y a de l'innovation, je l'entends, bien sûr. Mais sur certains complexes, il me semble un peu compliqué de passer du jour au lendemain vers une autre matière. Entendu. Alors, on continue votre présentation. Allez-y. Ensuite, alors oui, ça c'est sur l'intégration du recyclage. Nous, on a été un peu étonnés de voir que même nous, 31% en fait des sites intègrent en fait du recyclage directement sur leur site industriel. Donc, il y a une vraie intégration, une vraie compréhension de la part de nos industriels sur l'intégration du recyclage et voire même une régionalisation, une localisation pour avoir la matière locale et propre près de leur site. Alors nous, sur l'implication des travaux en matière de recyclabilité, nous sommes, nous Ellipso, membres du COTREP. Le COTREP, c'est pas que Citeo, hein, c'est 4 membres. Hein, c'est Valorplast, c'est le syndicat des régénérateurs plastiques, c'est Ellipso et c'est Citeo. C'est un GIE qui se veut indépendant pour faire du standard. Et aujourd'hui, nous sommes membres évidemment du CEN, comme d'ailleurs cité au lait, mais on a 12 positions CEN et notamment au WG10 sur les critères de recyclabilité, et on est aussi au COTREP. Mais l'enjeu du COTREP, c'est qu'il doit porter son influence au niveau européen. Et ça, c'est un vrai enjeu pour porter la voix française au niveau européen. C'est pour ça que nous nous déplacerons au niveau européen, l'ensemble du COTREP, pour porter nos critères qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, en accord avec les travaux du CEN, en particulier sur la distinction des matrices emballage coloré et transparent. Le CEN, par exemple, fait cette distinction-là, tous matériaux confondus. Ils font la distinction emballage coloré et transparent. Le COTREP, non. Vous voyez, il y a quand même des ajustements. Ouais. Et pareil pour les valeurs seuil, où les valeurs seuil sont traitées différemment du point de vue du CEN
que celui du comptable. Donc il y a encore des efforts et des ajustements à faire dans cette séquence 2020-2025 où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Hein, parce que 2025-2030, il n'y a pas d'obligation de recyclabilité. Donc c'est 2030 les obligations de recyclabilité. Et 2035, recyclabilité à l'échelle. Donc il faut bien avoir conscience que dans cet horizon 2025-2030, c'est pour ça que je dis le décret QCE, les obligations de recyclabilité sur l'intervalle 2025-2030, elles n'existent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut accompagner les industriels, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire ferme. La temporalité, c'est 2030 et 2035. Mais on est bien d'accord qu'on va vers l'harmonisation européenne, donc d'une certaine façon, les travaux du Sen vont prévaloir sur ceux du COTREP. Ils vont prévaloir, bien sûr, voilà, ils vont prévaloir, et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions nous adapter aussi au niveau national. On a des projets, et ce qui fonctionne bien, en réalité, et c'est le meilleur des lobbying, mais dans le bon sens du terme, c'est les projets industriels. Et les projets industriels, on l'a fait avec la FEBA dans les questions de recyclabilité, avec des arbitrages très clairs d'abandon de résine sur certaines typologies de packaging. Eh bien, là aussi, sur le projet Créastir vient au soutien d'une filière de recyclage sur la partie styrénique extrudée et expansée. Et alors que ce n'était pas gagné. Et par ce consortium qu'on a mis autour d'Ellipso, eh bien, nous sommes arrivés à démontrer que les PSE et XPS sont recyclables du point de vue technique. Ils ne sont pas encore recyclables à l'échelle, mais du point de vue technique, ils le sont. Et nous avons aussi fait en sorte que le droit français puisse s'adapter au droit européen, et donc que l'interdiction des copolymères styréniques à horizon 2025 saute. Ça, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour monter une filière de recyclage à l'échelle européenne. On est d'accord que les prochaines échéances, c'est 2030 et 2035. Oui. Pour l'instant, vous avez finalement franchi la première étape. Oui, absolument, absolument. Donc voilà, l'idée n'est pas encore de ne pas abandonner. C'est pas ça la question. La question, c'est quand c'est possible, on le fait. Nous, on est pour l'emballage juste. On n'est pas pour n'importe quoi. Simplement, là, il y avait un trou dans la raquette, et donc et qu'on a comblé. L'incorporation. L'incorporation, donc on est sur une incorporation de 28% en fait de recyclés, hein, donc dans la filière. Je passe tout de suite au slide suivant, parce que nous, on a fait une étude. Pour remplir nos obligations d'incorporation 2030, il nous faudra en capacité de recycler 900 000 tonnes supplémentaires. Ouais. En Allemagne, 600 000 seulement. Donc, vous voyez, il y a quand même un vrai gap, il y a une vraie marche. Intégration de recyclés, donc plusieurs enjeux. Je vais faire vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, je l'ai dit, tous les enjeux sont là, et notamment les primes aussi à l'incorporation de la REP emballage, mais beaucoup de freins aussi. D'une part, parce que la demande n'est pas au rendez-vous dans cette séquence 2025-2030, on le sait. La matière vierge est beaucoup plus intéressante par rapport à la matière recyclée, de 500 voire plus tard à 700 € d'écart à la tonne. C'est énorme pour pouvoir fonder un marché de la question. Et puis il y a une question importante, c'est qu'il y a des importations massives provenant de Chine de matières dont on ne sait si elles sont recyclées ou vierges, car le code douanier aujourd'hui ne nous permet pas de savoir et de distinguer simplement si la matière arrivée de Chine est vierge ou recyclée. Autant vous dire qu'il y a un certain nombre de fraudeurs qui vendent de la matière vierge et qui se prennent une commission, puisque la matière recyclée est plus chère au passage. Donc on est en train de travailler ce sujet. Dans le PPWR, il y a ce qu'on appelle une clause miroir qui permet de traiter par des critères d'équivalence de la même manière les matières importées de la matière fabriquée en Union européenne. On est en train de travailler au niveau filière avec tout le monde là-dessus, recycleurs chimiques, mécaniques, pour essayer de monter une filière de recyclage régionalisée. Ça a du sens d'appliquer le principe de proximité au niveau européen. Donc voilà, donc c'est tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une prime incitative à l'incorporation, développer le mass balance, c'est-à-dire le permis ce que disait Vincent tout à l'heure au niveau de l'allocation et de pouvoir comptabiliser le recyclé.
ça c'est important. Les conditions de traçabilité, je l'ai évoqué, les spécifications minimales à respecter sur le recyclage mécanique, l'amélioration des modes de collecte et de tri, et bien sûr l'interdiction de la mise en décharge qui était prévue par la loi AGEC, qui n'a pas été respectée, encore de 29%. C'est important, et c'est ce qui fait qu'on a un taux de recyclage pourri. Donc en France, c'est vraiment très important de faire levier sur cette mise en décharge. Oui, c'est important de sensibiliser évidemment les professionnels à cet axe-là. Alors le réemploi. Le réemploi, pour finir, eh bien, oui, alors moi je serais moins optimiste que Vincent tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a un décret français qui est en tout point en désajustement avec le cadre européen. Vous voyez, on n'a pas la même définition. Au niveau européen, c'est réemployable. Au niveau français, c'est réemployé. Donc, déjà un problème de terminologie. Ensuite, sur le périmètre, vous voyez que le cadre européen vise des emballages précis, mais le cadre français, lui, vise tous les emballages. Et puis, on n'a pas la même temporalité. 2027 pour le cadre français à 10%. En gros, pour faire court, et on a des temporalités différentes, des délais, 2030 et 2040, sur les objectifs. Alors, voilà, on a deux cas différents. Il faudra faire très attention, et on en appelait les... Alors moi, je dis pas ça au hasard, j'ai fait faire des analyses par avocat sur ces points-là, comme sur les autres. Donc je dis pas ça au hasard. Est-ce qu'on peut pas comprendre, alors pardon si je schématise trop, mais le cadre français, finalement, il est incitatif, il donne un cap, quand le cadre européen est, voilà, pour le coup, plus précis, avec des obligations. Mais en plus de donner un cap, il doit être compatible. Enfin, avant de donner un cap, il doit être compatible. Et là, il est incompatible. Donc il faudra qu'il s'ajuste, ou sinon, ça ne va pas. Et on peut pas avoir deux choses différentes. Vous voyez, le réemployé versus le réemployable, c'est pas possible. On n'est pas sur la même assiette. Donc voilà. Donc condition du réemploi, entrée en vigueur le 22 février 2025. Donc c'est directement applicable aujourd'hui. Ouais. Donc au pouvoir public d'en prendre toute la portée. C'est très important. On est déjà en retard, d'une certaine manière. Mais bien sûr, donc, qui a entendu parler aussi de contrôle ou de sanctions, quelque part, on a l'impression quand même que le cadre français est, je le répète une nouvelle fois, incitatif, mais il n'y a pas les moyens de le faire respecter, en fait. Oui, c'est vrai, il y a ce point-là. Et c'est dommage parce que finalement, ça va créer des effets de bord et des acteurs qui vont se déterminer dans une position de contrariété par rapport au cadre juridique. Et il est dit que les États membres peuvent aller plus loin. Mais uniquement sur les objectifs, attention. On ne peut pas aller plus loin en France sur autre chose que les objectifs. Il y a des conditions précises, etc. Donc ça veut dire que sur le périmètre, sur la définition, sur l'appréhension des délais, c'est la même chose. Donc il faut que le cadre français s'adapte, et on appelle bien sûr la DGPR et autres consorts à s'adapter à cela. Voilà, nous on a pondu une charte sur le réemploi. Les 6 premiers points concernent la standardisation qu'évoquait Vincent tout à l'heure. Tout à fait. Alors la standardisation, c'est pas une bouteille. Un standard, c'est pas une bouteille et puis tout le monde va se fixer sur cette bouteille. C'est pas ça un standard. Un standard, c'est un ensemble de spécifications auxquelles doivent obéir les opérateurs pour pouvoir se conformer à un standard. Et aujourd'hui, nous, on défend un modèle de spécification. Donc c'est très important de l'avoir en tête. Et puis après, d'autres points sur l'innovation, sur la soutenabilité économique, sur la fonction utile aussi de l'emballage à usage unique lorsqu'il est meilleur que le réemploi en termes environnemental et en termes d'empreinte carbone. On pense que c'est aussi nécessaire d'adresser ces sujets. Et bien évidemment, l'acceptabilité sociale. Moi, je travaillais dans l'automobile avant. Et on posait la question aux Français: que feriez-vous dans un véhicule totalement autonome? Eh bien, les Français répondaient à 60%, devinez quoi? Rien. Je contrôlerais la route. Ah oui. Donc, vous voyez, par analogie, je pense que le réemploi a encore du chemin à faire, parce que sans acceptabilité sociale, pas de réemploi. Il devient dépourvu de portée, tout simplement. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne chez nous.
à la fois sur les emballages professionnels. Là, on a fait une enquête récente, une sous-enquête de l'enquête de tout à l'heure. On voit que 85% des GRV, des grands contenants vrac IBC avec poche plastique, cage en métal et caisse en bois ou en plastique, sont réemployés à 85%. Et les autres sont majoritairement recyclés. C'est-à-dire que dans les 15%, il doit y avoir à peu près 10% de recyclés. Donc ça marche très très bien. Ça fonctionne très très bien dans l'emballage professionnel. Et également pour les caisses de regroupement en plastique, il y a des circuits qui sont très avancés en matière de collecte et de lavage en France. Oui, la start-up Pondobac qui est présente sur le salon CFIA. Exactement. Et sur la partie emballage ménager, il y a du développement à faire, surtout sur le secteur Horeca, sur les bouteilles, barquettes et pots. Voilà, il y a des choses, il y a de l'innovation en matière de recyclabilité, il y a beaucoup de choses vertueuses et d'implications avec des orientations en décarbonation très claires de la part des industriels. Et il y a encore de l'avenir aussi beaucoup sur le réemploi à condition de contextualiser. Voilà. Merci Gaël, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation. Gaël, vous restez avec nous, vous pouvez vous mettre à mes côtés et j'ai le plaisir, pour terminer cette belle matinée, d'appeler Muriel Cazé, déléguée générale de Saint-Diffré, et Florian Troé, référent économie circulaire de Yoplait. Vous pouvez les applaudir. J'en profite pour vous présenter, déjà pour vous donner le micro. Muriel, bonjour. Muriel Cazé, vous êtes déléguée générale de Saint-Diffré, organisation professionnelle qui regroupe 22 entreprises des produits laitiers, 4 familles, yaourts, crème fraîche, fromage blanc et desserts. Florian, vous êtes responsable RSE de Yoplait, référent économie circulaire pour Sodial. Yoplait, 3 usines en France, un lait produit par les agriculteurs adhérents de la coopérative. Une grande actualité, en 2025, les pots de yaourt deviennent recyclables. On l'a dit en préambule, c'est une année charnière et notamment pour vous, Florian. Alors, revenons justement pourquoi on en arrive là. Un bref historique, notamment d'engagement à travers le consortium PS25. Tout à fait, merci. Donc oui, effectivement, on va revenir sur ce sujet. Je me permets juste un peu de recontextualiser aussi. La stratégie des emballages aujourd'hui, elle s'articule autour des 3 R. Quelle que soit la société, je pense que c'est un peu un consensus. Bon, peut-être avec ce qu'on s'est dit ce matin, il faut peut-être que je rajoute un quatrième, mais restons sur les 3 officiels. sur les ressources, qui se traduit un petit peu derrière sur des stratégies chez Yoplait, chez Sodial en l'occurrence, ça veut dire atteindre 100% d'emballage renouvelable. Et ça se traduit par 2 stratégies prioritaires qui sont finalement la recyclabilité. Alors c'est atteindre et maintenir. On voit quand même que le sujet de la recyclabilité, c'est pas, on aura toutes les discussions là, c'est pas en fait quelque chose qui est atteint et qui est défini dans l'absolu. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc finalement, recyclabilité, pour nous en tout cas, c'est avoir une filière de recyclage opérationnel là où on opère. Et il y a une autre stratégie, au-delà de la recyclabilité, ça reste aussi la réduction quel que soit le matériau. Et on a quand même, dans le cas des produits laitiers frais, en tout cas chez Yoplait, aussi une priorité à la réduction du plastique fossile. Donc l'idée, encore une fois, c'est aussi de prendre, pas opposer, comme c'était dit, un petit peu les sujets, mais plutôt de se dire, quand on prend tous ces concepts-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'aimerais revenir quand même un petit peu sur le sujet de la réduction. Ça a été dit un peu par Ellipso juste avant. Si on prend les produits laitiers frais, l'optimisation des emballages, c'est pas nouveau. Ça fait quand même longtemps qu'on a optimisé nos emballages et qu'on a réduit. Si on prend l'exemple de Yoplait, j'ai que ces chiffres-là. Si on se projette un petit peu et qu'on se dit, voilà, on prend la mise au marché 2023 de Yoplait, mais on n'utilise pas les emballages de 2023, on utilise les emballages de 2010. Donc voilà, c'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Si on fait le calcul, c'est plus de 1200 tonnes de plastique supplémentaires qu'on aurait mis au marché, en fait, en 2023. Ouais, c'est très significatif. Donc voilà, donc on a quand même réussi déjà à éviter de l'impact. Et pour les produits laitiers frais, il y a quand même un format qui a permis cette optimisation et qui a permis justement de diminuer l'usage de plastique. C'est le format du pot de yaourt en polystyrène, donc forme fil-seal, thermoformé en ligne, qui permet justement d'utiliser le juste minimum de matière possible. Et donc la question, c'était de se dire, est-ce qu'on peut garder cette optimisation, cette réduction, et atteindre cette recyclabilité? Et là, clairement, sur des enjeux d'économie circulaire, on n'est plus sur la démarche individuelle. On doit être sur une démarche collective. En fait, il est important de réunir
tous les acteurs intéressés, tous les acteurs de la chaîne de valeur, parce que si on ne le fait pas, finalement, on ne peut pas avancer sur le sujet. C'est là où le consortium, finalement, PS25, a créé tout son sens en 2020, parce que il a permis justement de regrouper, de fédérer l'ensemble des acteurs intéressés de toute la chaîne de valeur sur ce sujet. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de discuter tous ensemble, de travailler tous ensemble, et d'aller finalement collectivement chercher les réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Première d'entre elles, est-ce que c'était souhaitable de développer une filière de recyclage du polystyrène? Première question, est-ce que finalement ça fait sens? Et donc assez vite, ça a pris 1 an quand même, mais on arrive à oui en fait, parce que le gain environnemental, il est là. Maintenant, deuxième question, c'est souhaitable, mais est-ce que c'est faisable? Donc autre question qui a généré d'autres travaux, c'est de se dire, est-ce qu'on a... Pardon. Non, j'étais sur la bonne slide. Non, c'est bon. Est-ce qu'on a les volumes? Est-ce qu'il y a des volumes suffisants pour justifier d'aller développer cette filière? Donc la réponse était oui. Est-ce qu'on est capable de trier un pot de yaourt en polystyrène dans un centre de tri? Donc la réponse a également été oui. Est-ce qu'on a des débouchés suffisants pour la matière recyclée? Donc là c'était oui, mais non. Parce que oui, le recyclage du polystyrène, c'est pas nouveau. On sait recycler du polystyrène pour faire des cintres ou des pots de fleurs. Historiquement, ça fait quand même très longtemps que c'est fait. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est à l'échelle? Dans le sens, est-ce qu'on a suffisamment de débouchés dans ces applications-là pour considérer finalement qu'on est cohérent entre la mise au marché et le débouché? Et donc là, en fait, quand même, la réponse, honnêtement, c'était non. Mais avec l'émergence des nouvelles technologies de recyclage permettant le retour au contact alimentaire, on a fait sauter ce dernier verrou qui était le retour à l'usage, fait sauter un petit peu cette question du débouché. Et comme ça a été dit ce matin, avec finalement cette dernière pierre d'une usine qui est sortie de terre et qui maintenant démarre en Belgique pour aller recycler et permettre finalement ce retour au contact alimentaire, on a pu basculer finalement entre 2020 et 2025 d'une filière en développement à une filière opérationnelle de recyclage du polystyrène. Donc là, c'est vraiment la preuve que quand des acteurs se regroupent, tirent dans la même direction, on avance. Après, est-ce que l'objectif est atteint? J'aurais tendance à dire, c'était pas tellement un objectif final, c'est pas la fin du voyage d'atteindre une filière de recyclage opérationnel, c'est plutôt une étape clé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on continue à faire en 2025? Mais sur ce sujet, je passe la parole à Muriel. Parfaite transition, effectivement. Alors, Muriel, un point clé, c'est effectivement le geste de tri. Comment agir là-dessus? Alors, le point clé, effectivement, c'est le geste de tri. Vous l'avez compris avec le petit schéma qui est indiqué là. Beaucoup de cases ont été cochées, mais il y a un élément, un facteur que l'on maîtrise beaucoup moins, c'est le geste du consommateur. Et on l'a répété tout au long de cette matinée, tous les emballages aujourd'hui vont dans la poubelle de tri. Le constat que l'on a fait, c'est qu'avec le pot de yaourt, on a un petit emballage, un emballage qui est souillé, et surtout un consommateur qui doute, qui ne sait pas forcément s'il doit mettre le pot dans la poubelle grise, dans la poubelle jaune, s'il doit le laver, s'il ne doit pas le laver. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur justement cette communication et cette sensibilisation au geste de tri. Donc, comme on l'a fait dans le cadre du consortium PS25, et c'est un peu l'ADN dans notre organisation, on s'est mis autour de la table et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette action de sensibilisation avec une vraie massification dans la communication qu'on allait apporter. Donc, on a fait des études et on a vu que, en fait, là où on pouvait avoir le plus d'impact, c'était de mettre en place une communication au plus près de l'acte de consommation, c'est-à-dire lorsque le consommateur va vraiment en fait consommer son produit. Et donc on a défini pour cela, je crois que c'est là. Oui. Hop. Voilà, on a défini des messages, 12 messages qui sont en fait des appels à l'action. Et on a décidé d'imprimer ces messages sur les opercules des pots. C'est-à-dire que lorsqu'on va ouvrir son pot, on va systématiquement en fait tomber sur ces messages-là et on espère avoir le bon geste en fait du consommateur. Car si on n'a pas le gisement nécessaire pour recycler, on n'aura pas non plus cette possibilité de réintégrer, de réincorporer la matière recyclée. Ce qui est assez inédit dans cette campagne,
c'est cette capacité que les industriels ont eue aussi à fédérer les marques distributeurs dans cette campagne. Puisqu'aujourd'hui, enfin vous le voyez, je ne vais pas les citer, mais on a la majorité des marques distributeurs qui accompagnent cette démarche-là. Et les grandes marques aussi, de marques nationales, absolument. Et ça, c'est tout à fait inédit. Ça montre qu'aujourd'hui, si on veut faire bouger les lignes, il faut impérativement travailler en collectif. Donc là, on a lancé cette campagne fin février, en fait, au moment du Salon de l'Agriculture. On a déjà les premiers pots qui sont en linéaire. C'est 500 millions de pots qui vont être imprimés avec ces indications-là, et sur une période à peu près de 6 mois. Effectivement, donc c'est une opération massive. Alors, on est effectivement dans un contexte où l'on parlait du polystyrène, mais au fond, peu importe le matériau, voilà, l'idée c'est vraiment de favoriser le geste de tri. Et pour qu'on comprenne bien l'enjeu que vous avez, enfin, qu'a illustré aussi Florian tout à l'heure, c'est que quelque part, eh bien, la filière s'est structurée. On a aujourd'hui, une usine qui est en capacité de traiter, je crois, allez, un volume de 10 kilotonnes, c'est ça, enfin 10 000 tonnes. Quelque part, c'est une première marche. Il faudrait aller jusqu'à quel volume, comment progresser effectivement au regard de ces volumes pour l'instant capacitaires. Juste apporter justement cette notion de volume. Aujourd'hui, on met à peu près 55 000 tonnes d'emballage en fait de pots de yaourt sur le marché. Donc effectivement, le maximum, on sera en capacité de collecter et de trier. Le maximum, on sera en capacité de recycler derrière et donc de réintégrer dans nos emballages. Je ne sais pas si tu veux compléter. Alors oui, et Florian, juste pour compléter, oui, quand on parle 10 000 tonnes, c'est un peu la cible qu'on se donne avec le geste de tri. C'est pas la capacité de recyclage. En fait, l'usine, elle a une capacité bien plus grande. Et même ils nous disent même trier mieux parce que moi, en fait, j'attends la matière. Et pour eux, parce que je crois que la capacité c'est 25 000 tonnes à peu près. Pour eux, c'est un pilote en fait, à leur échelle. Et ils disent en fait, nous, on attend qu'une chose, c'est de mettre le deuxième module et de passer à 65 000 tonnes. Donc en fait, non, la capacité de recyclage, c'est pas le frein là. Le frein, c'est notre capacité à alimenter cette usine. Alors, et juste, je complète parce qu'en fait, il faut savoir que l'usine qui va recycler nos pots sur le marché français, elle va aussi recycler. En fait, elle a une capacité qui va lui permettre aussi de recycler d'autres pots qui vont venir de Belgique et aussi d'Allemagne et qui ont suivi la même direction en tous les cas de recyclage chimique pour pouvoir avoir le contact alimentaire. Parce que c'était vraiment clair. Ce que l'on recherchait. On est à l'échelle européenne. Pour être tout à fait complet, effectivement, cette opération qui est effectivement remarquable avec une mobilisation des enseignes, des marques de distributeurs et des marques nationales, un chiffre vraiment important de 500 millions d'opercules engagés. L'idée, c'est effectivement d'amener encore plus de matière pour que la boucle de recyclage puisse fonctionner. Mais à l'autre bout, quelque part, il faut aussi que, parce que c'est tout l'enjeu de cette circularité, que les industriels jouent le jeu, peut-être achètent ce PS pour pouvoir aller, intégrer dans les emballages. Alors, on a vu les freins, et c'est vrai que Gaël a raison. Il faut reconnaître que les matériaux vierges sont beaucoup plus attractifs sur le plan économique dans l'état actuel des choses. Pourtant, la filière produits laitiers frais, de ce point de vue-là, elle est vraiment emblématique parce que des efforts sont faits de réintégration. Et Florian, vous pouvez en parler en tout cas pour votre... alors, soit on en parle pour la filière ou Florian pour votre entreprise à la suite. Sur le plan collectif, et ça fait partie aussi du succès de la création de cette filière, c'est qu'on a pris un engagement, et cet engagement, on l'a pris dès 2021. D'une part, c'était de maintenir nos gisements sur le marché français, donc de ne pas switcher vers d'autres types de matériaux, et pour ça, on avait étudié les autres types de matériaux qui, d'une part, s'avéraient beaucoup plus complexes à thermoformer, mais aussi... impacter davantage sur le plan environnemental, puisqu'on mettait beaucoup plus de plastique sur le marché. Et on a pris un autre engagement pour sécuriser aussi toute la chaîne et toutes les parties prenantes, c'était de réintégrer le PS recyclé qui serait issu, en tous les cas, du recyclage de nos pots. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des clés du succès. Exactement. Qui a permis de sécuriser un petit peu toute la chaîne.
Florian. Voilà, et sur ce sujet, justement, effectivement, on sait que voilà, la stratégie emballage, elle vise à réduire l'impact environnemental aussi. Utiliser de la matière recyclée, c'est contribuer à l'économie circulaire, mais c'est aussi réduire l'impact environnemental. Et c'est pour ça qu'en fait, dès 2021, Yoplait a lancé une gamme sur panier, sur une gamme innovante, qui était d'utiliser de la matière recyclée sur 2 innovations. Donc c'était en 2021. Donc qui dit innovation dit petit volume. On va pas se le cacher. Ça restait quand même un signal qu'on envoyait. Ce signal, on a décidé de l'amplifier en 2023 en passant de l'innovation qui, aujourd'hui, vous le noterez, n'est plus en linéaire parce que c'est pas une innovation qui a survécu. C'est malheureusement souvent le cas dans l'ultra frais. Il y a des innovations qui passent et qui trépassent. Mais on a fait le choix de se dire, on va plutôt le faire porter par une marque qui va pas disparaître justement. Et donc c'est pour ça qu'en 2023, on a porté cette utilisation de matière recyclée polystyrène sur la gamme Skir 4 fois 100 grammes, qui est là pour le coup une gamme plutôt en croissance et importante pour nous. Le signal, c'était de se dire, voilà, on n'a pas juste envoyé un message, c'est quelque chose auquel on croit et qu'on a envie de soutenir. Et on l'a renforcé ce soutien en 2024 en passant ce taux de 30% à 50%. Et c'est pas une affaire économique, pour revenir, mais pour nous, c'était de se dire, c'est une façon de s'engager pour aller contribuer à l'émergence de cette filière. Et en même temps, d'un certain côté, c'est un peu notre responsabilité d'utiliser cette matière, même si elle est, en l'occurrence, la plus chère, mais c'est ce prix pour faire en sorte que la circularité arrive. Et donc là, c'est quand même important de se dire, et ça a été déjà dit plusieurs fois, et on va encore le redire, c'est qu'il y a à la fois le cadre collectif dans lequel on peut s'inscrire, et on s'inscrit, que ce soit avec Syndifrais, que ce soit avec PS25, et il y a la responsabilité individuelle dans ce cadre collectif. Une responsabilité individuelle pour un metteur au marché, c'est déjà d'utiliser cette matière quand elle est là. C'est un engagement collectif qu'on a pris, mais il faut quand même que ça se traduise à l'individuel. Il y a quand même une autre responsabilité, on va dire, individuelle qu'on peut avoir en tant que marque, c'est justement de continuer à sensibiliser le consommateur à ce geste de tri. Parce que on va pas dire que son geste, c'est celui qui est, il est à la fois indispensable, nécessaire et pas suffisant. Donc c'était quand même important, avant de faire cette campagne, de travailler sur l'ensemble de la chaîne. C'est qu'à un moment donné, on est venu quand même se dire, on a fait le travail de monter cette filière. Maintenant, on te pointe du doigt ton importance, qui est en fait, ça ne sert à rien si t'as pas le bon geste. Et c'est pour ça que finalement, pour Yoplait, c'était vraiment quasiment une évidence de participer à cette opération en 2025, parce que c'était une façon justement d'aller contribuer à ce mouvement de prise de conscience de l'importance du geste de tri. Donc, comme vous le voyez derrière, on a fait le choix de 2 marques pour porter ce message. Donc, la première, c'est Petit Filou. J'ai pris l'opercule, il est imprimé derrière. Alors là, on a de la chance sur ce format, c'est qu'en fait, il était déjà imprimé au verso sur ces formats-là, parce qu'on a un jeu pour les enfants. C'est voilà, activation, marketing. J'aurais tendance à tirer assez classique. On se dit, plutôt que d'en faire un jeu, soyons quelque chose d'un peu plus éducatif et faisons-y porter le message, parce qu'on pense quand même que ça a l'occasion d'aller éduquer dès le plus jeune âge en fait au geste. Moi, j'ai aussi la conviction, ça va pas cibler que les enfants, parce que je pense que les enfants vont ramener cette discussion sur la table familiale. Je sais pas vous, mais moi, mes enfants, quand ils sont exposés à cette typologie de sujet à l'école ou que sais-je, souvent ils ramènent le sujet et à la table le soir, discussion de famille, papa, pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors que, là, en l'occurrence, sur le geste de tri, ils le faisaient déjà, mes enfants, mais ça peut être sur d'autres sujets. Donc on pense quand même, et on espère que ça va aller porter ce sujet à ce niveau-là. L'autre marque, Perle de lait, quand même assez connue, là aussi l'objectif c'est de toucher pas que les enfants, mais de toucher un petit peu largement, avec l'objectif de toucher finalement une variété de consommateurs, des enfants, mais aussi un plus grand public possible. Donc si on cumule en fait ces 2 marques, Petit Filou et Perle de lait, c'est en fait 1/3 des opercules Yoplait qui seront porteurs de l'opération. Extrêmement significatif. Pour nous en tout cas, c'est une opération qui fait énormément de sens. C'est une façon de démontrer en fait que collectivement, encore une fois, on a la capacité de s'engager aussi auprès du consommateur. Et on sait que c'est un défi. On sait que c'est un défi pour les acteurs des produits laitiers frais que nous sommes. C'est aussi un défi pour les consommateurs. Mais en fait, s'il y a un message que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'on voudrait rappeler quand même l'importance de ce geste. Et ça a été dit, tous les pots sont égaux face au geste de tri. Donc là, c'est un cas d'école du polystyrène. Mais on ne dit pas trier vos pots en polystyrène, on dit trie ton pot. Tous les pots sont égaux face au geste de tri. Un pot, ça va dans le bac de tri. Et en fait, c'est à la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour qu'un pot de yaourt, ça puisse redevenir un pot de yaourt.
entendu le mot de la fin. Pour conclure, Muriel, Florian, je vous laisse terminer votre présentation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le collectif est bien là et bien prêt à poursuivre aussi les efforts. Donc on l'a vu, hein, la collecte est vraiment l'élément clé. Et on va poursuivre l'initiative que l'on a lancée avec cette campagne Tri-ton pot. Et simplement rappeler que les fédérations, elles sont là aussi pour pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs, qu'on a des enjeux qui sont colossaux. Hein. On a beaucoup parlé de réemploi, de recyclage, de réduction. Donc c'est vraiment des mouvements de fond que les filières doivent s'approprier. Sur la réduction, on a parlé des standards. Les standards doivent être communs à toute une filière, en tous les cas, si on veut pouvoir installer de nouveaux modèles. Et puis surtout, sensibiliser le consommateur et l'amener dans ces autres directions. Merci. Florian, le mot de la fin. Non, je pense que Muriel a tout dit. Alors, il me reste à vous applaudir collectivement. On peut les applaudir. Vous remercier pour vos interventions. On a le temps pour prendre une question. Y a-t-il une question sur ces deux interventions? Demande de précision. N'hésitez pas, un micro circule dans la salle. Eh ben, si pas de questions, encore une fois, merci à vous, merci Gaël, Muriel et Florian. On peut les applaudir à nouveau. Merci pour votre attention, merci d'être venus si nombreux. La journée du jeudi continue au CFIA. Rendez-vous dans les allées du salon. À très vite.